Vue de l'intérieur, une série de podcasts de Burnout Dijon, l'association pour la prévention et l'accompagnement de l'épuisement professionnel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site burnoutdijon.fr. Vue de l'intérieur, épisode 3, à la rencontre d'Aurélie, éducatrice spécialisée qui a vécu un burn-out à 31 ans. Pour elle, le burn-out, c'était un truc de vieux, qui ne pouvait se produire qu'après 20 ans de travail. Alors, comment arrive-t-on à accepter et à comprendre ce qui arrive alors qu'on est au début de sa carrière professionnelle ? Aujourd'hui, Aurélie a revu ses priorités de vie et s'engage dans un nouvel emploi. C'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage d'Aurélie. Je travaille dans le social, dans le domaine social depuis 2014 en fait. J'ai intégré un poste en tant qu'éducatrice spécialisée en janvier 2022. C'est vraiment un poste, j'avais postulé d'ailleurs plusieurs fois cet endroit. Un poste qui me plaisait beaucoup, où, le travail avec les résidents me plaisait beaucoup, où il y avait un vrai lien de confiance avec les collègues et ça s'était bien installé aussi avec les résidents. Toutes les tâches, absolument tout me plaisait dans ce travail en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas vu les choses arriver. J'étais tellement impliquée dans ce travail que j'ai eu l'impression en tout cas que ça m'est tombé dessus d'un coup. Donc c'était en mars 2023. Un petit peu avant, en février, j'étais malade en fait. J'étais très très fatiguée. J'avais mal à la tête. Je me suis rendu compte que j'avais perdu pas mal de poids. Donc je suis allée voir mon médecin. En fait, j'ai quitté le travail un peu plus tôt. Et mon médecin m'a arrêté 3 jours. Il m'a dit qu'on pouvait faire des examens, mais c'était sûrement un début d'épuisement professionnel en fait. Et puis moi, je lui ai dit que non, que j'allais me remettre et puis que me reposer quelques jours et ça irait. Et donc j'ai fait ces quelques jours d'arrêt. Et après, j'avais une semaine de vacances où je m'étais dit, au bout d'une semaine, ça ira mieux. Et je revenais en plus pour 2 jours de formation, donc c'était un retour un peu plus en douceur, je croyais. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai eu des reproches de pas avoir lu mes mails pendant mes vacances, ni pendant mon arrêt. C'était dur, alors qu'en fait, c'était une des choses, j'étais contente de pas avoir fait pour une fois. Et puis mes collègues en formation, ils m'ont dit qu'ils me trouvaient plus pessimiste, que j'avais plus le sourire, qu'ils me reconnaissaient pas et qu'il était temps que je m'arrête, quoi, en fait. Et donc ça, c'était dur à entendre, quoi. Et le soir même, je suis allée chez le médecin, du coup. Mais j'avais pas vraiment envie d'y aller. Et mon médecin, il m'a arrêtée, en fait. Il m'a arrêtée 1 mois parce qu'il m'a dit, au bout d'une semaine, ça irait pas mieux. Dans 2 semaines, pas. Donc, 1 mois direct. C'est là où il m'a dit que c'était un burn-out. Et pour moi, le burn-out, du coup, c'était pas possible puisque justement, j'adorais vraiment beaucoup mon travail. Et qu'en début de mon arrêt, la seule inquiétude, c'était les collègues et les résidents. Et même si personne n'est indispensable, je me disais qu'il fallait vite que je me remette, quoi. Et puis qu'à mon âge, quand même, on fait pas un burn-out. Surtout après un an d'ancienneté sur un poste, quoi. Il y a eu tout ce contexte-là. Il y a eu de la violence, mais de la part des résidents, qui aurait pu être gérée. Mais en fait, elle a été banalisée par la direction. Et du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis sentie de moins en moins en sécurité sur mon lieu de travail. C'est devenu de plus en plus un lieu dangereux, en fait. Un lieu dangereux. Il y a eu ça. Il y a eu du travail de rajouter de plus en plus avant de partir en vacances, ce genre de choses. Des horaires changés au dernier moment, des gens qui étaient en arrêt, qui n'étaient pas remplacés. Mais ça, c'était même pas sur le même poste, c'était parfois sur d'autres missions. Donc en fait,
devais faire mon travail, plus accepter que les horaires échangent, plus accepter d'avoir des choses à faire en plus. Et puis, il y a eu aussi le fait qu'on n'ait rien le droit de dire, quoi, des choses que j'ai essayé de dénoncer. Ou moi, j'ai toujours voulu tout faire parfaitement dans mon travail. J'ai toujours, avant de partir en vacances, je fais toujours des mails extrêmement longs pour que les résidents ils aient pas de problème parce que je suis pas là, que ça continue d'avancer pour eux, etc. Donc du coup, effectivement, j'essayais de pas faire des heures sup. Mais pour compenser, pas faire d'heures sup, je faisais des plannings avec des... J'enchaînais vraiment les rendez-vous. J'avais pas de trou dans mon planning, pas de pause. Je mangeais très vite. Enfin, c'est... Il y a des choses que j'ai subies, mais il y a aussi des choses que je me suis imposées, mais pour que ça tienne, quoi. Comme c'était pas prévu, que c'était pas des vacances, etc., j'avais peur aussi d'être jugée, que les résidents ils se disent que j'en avais rien à faire d'eux, que les collègues ils pensent que j'abuse parce que c'est un long arrêt, etc. Et en fait, il n'y a pas eu du tout ça, hein. Au contraire, les collègues, ils ont été soutenants. Ils m'ont envoyé des messages, des appels. Il y en a certains que j'ai vus. Enfin, ils m'ont dit qu'au contraire, c'est important que je prenne soin de moi. Ils ont vraiment été compréhensifs, mais malgré ça, c'est resté long, la culpabilité, quoi. Mais au début, c'était vraiment compliqué parce que j'avais des problèmes de mémoire. Je n'arrivais pas à suivre des conversations. Je faisais plus rien. Je sortais plus de chez moi. D'ailleurs, c'est une collègue qui m'a sortie de chez moi, en fait, pour aller sortir en forêt un jour. Une collègue avec qui je suis restée proche, quoi, qui était beaucoup là. Mais en fait, j'ai réalisé aussi pendant tout ce temps que je ne faisais plus rien, à part travailler. À part travailler, il ne se passait plus rien. Même les choses que j'aimais faire, le Pilates, par exemple, que j'allais toutes les semaines, j'y allais plus. La dernière fois où j'y suis allée avant mon arrêt, j'avais carrément oublié mes affaires là-bas. Enfin, c'était... Et puis, il y a eu le fait de ressortir dans un endroit public, c'était des grosses crises d'angoisse, comme une espèce d'agoraphobie, quoi. Alors qu'avant, j'étais hyper sociale, j'aimais bien être avec du monde, tout ça, enfin... Et même s'il y a eu tout ça, très vite, je me suis dit, c'est pas possible de rester dans cet état léthargique. J'avais pas du tout envie. J'ai contacté l'association 2-3 jours après mon arrêt, parce que une des personnes qui est dans l'association est une ancienne collègue quand je travaillais au CHU. Et du coup, elle m'avait parlé d'association à l'époque. Et donc tout de suite, quand ça arrivait, mon arrêt, je me suis dit, faut que je contacte, voir ce qui se passe là-dedans, quoi. Et donc, Pascal m'a expliqué un peu, enfin même beaucoup, le fonctionnement, tout ça. Et il y avait différentes choses. Et puis moi, je me suis dit, le mieux, c'est les groupes de parole. Comme ça, en visio, comme ça, j'ai pas besoin d'aller rencontrer des gens physiquement. Depuis mon ordi, j'ai envie d'arrêter, je m'en vais. Et puis si j'ai envie de me taire, je me tais, quoi, en fait. Et donc, c'est vrai que les groupes de parole, j'en ai fait quelques-uns. C'était bien de voir des gens qui avaient vécu les mêmes choses. Ça, c'était plutôt encourageant. Il y a eu un groupe de parole pour les moins de 35 ans, où là, j'avais trouvé ça vraiment mieux. Non pas que je considère les autres comme vieux, mais je me disais, au moins, on est plus proche au niveau de l'âge. On est moins sur des choses comme la retraite, la reconversion, qu'est-ce que je fais après, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai encore... Donc, c'était vraiment bénéfique, ces visios, quoi. Après, ce que j'ai fait pour aller mieux aussi, c'est mes petites plantes dans mon jardin, faire du jardinage, ça m'a beaucoup aidé, faire des mandalas, des trucs très terre à terre, quoi. Et par contre, j'avais tout arrêté, tout ce que je faisais avant, quoi. Je faisais plus de cuisine, je faisais plus de cosmétiques maison que je faisais souvent. Et puis j'avais plus envie de me forcer, surtout. Et je me suis dit, je fais que ce qui me plaît, en fait. C'était ma nouvelle ma nouvelle idée. Je voulais plus m'imposer de trucs qui me plaisaient pas, donc je faisais que des trucs qui me plaisaient. Puis je me disais que ça allait me faire guérir. Mes proches, ils étaient très présents.
par téléphone ou physiquement. Certains étaient inquiets, donc c'était plutôt surprenant parce que, pour moi, quand ils m'ont posé la question de si j'avais des idées suicidaires, j'avais trouvé ça bizarre. Et je m'étais presque dit, est-ce que c'est normal de pas en avoir? Et puis, il y a aussi des gens qui avaient plus tendance à avoir envie de me secouer en me disant, allez, quand même, d'habitude, t'es pas comme ça, qu'est-ce que tu nous fais? Ressaisis-toi, tu peux pas te laisser aller. Et ça, c'était vraiment pas possible, quoi. Parce que moi, je me secoue, que la psychologue ou que le psychiatre ou que le médecin, tout cela, il me secoue, ça ne posait pas de problème, mais que ce soit les proches qui essayent de faire ça, c'était... même si c'était bienveillant, c'était maladroit et du coup, c'était difficile à vivre, ça. Puis j'ai eu de la chance parce que mon compagnon, il était en arrêt aussi. Et du coup, il était tout le temps à la maison. Et si j'avais été toute seule, je pense que ça aurait été très compliqué, quoi, d'être toute seule toute la journée. Parce entre les crises d'angoisse, les pleurs et tout ça, les tremblements, quand on vit ça avec quelqu'un à la maison, c'est quand même plus facile, quoi. Ce qui était compliqué, c'était que partout j'entendais que ça allait être long, que ça allait prendre du temps, et moi je voulais pas que ça prenne du temps. Mais finalement, ça a été bénéfique de prendre ce temps-là, et ça a été nécessaire pour après, pour avancer, quoi. Je me suis reposée, j'ai repris oui, j'ai essayé de remettre les bases de la vie, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai réalisé que je n'arrivais plus rien à faire avec ce travail-là, ça m'avait trop pris. Et j'ai réfléchi à pas quitter le travail social, parce que j'adore ça. Mais je me suis dit, peut-être que, même si c'est rare, peut-être que je peux trouver un poste où je travaille pas les week-ends, où il y a des horaires de journée, comme ça je fais pas des heures sup, je fais pas trop d'heures, et puis je sais direct que le week-end, dans tous les cas, je vais me reposer, quoi, ou que j'aurai du temps. Donc j'ai commencé à postuler à des offres. Mais là, c'était encore un peu bancal, c'est-à-dire qu'à la fois je postulais, en même temps, j'avais aucune envie de partir du foyer parce que j'acceptais pas que cet endroit, je ne pouvais pas y retourner. C'est-à-dire que c'est les médecins qui m'ont dit que si j'y retournerais, vu que la situation là-bas n'a pas changé, que mon état il serait pire et que rien ne changerait. Donc j'ai dû à la fois accepter de quitter ce travail, mais pour accepter, il fallait que je trouve un travail qui puisse me plaire autant. Et donc j'ai eu des entretiens et donc j'ai postulé à que des postes ou des horaires de journée pour pouvoir aussi fonder une famille, pour avoir du temps avec mon compagnon. Donc je vais démarrer le 21 août, donc c'est une nouvelle étape. Toutes les missions me plaisent, donc à voir comment ça se passe. Après, je sais qu'il faut que je sois vigilante à pas me mettre trop la pression, pas me surmener, pas tout accepter. Donc en gros, le boulot est pas fini, quoi. C'est-à-dire, il ne faudrait pas replonger tout de suite dans un nouveau burn-out. C'est ça qui fait un peu peur, mais le burn-out, c'est un peu comme le loto, quoi. C'est-à-dire qu'on croit que c'est pour les autres, mais en fait, non. C'est aussi pour tout le monde, quoi. Et je pensais vraiment que ça arrivait quand on était beaucoup plus vieux, quoi. Je m'étais dit, c'est rare que ça arrive aux jeunes, et si c'est quelqu'un à qui ça arrive jeune, peut-être que... en tout cas, je trouvais pas ça cohérent que ça arrive jeune, quoi. Voilà. Après, oui, ça remet les compteurs à zéro, quoi. Et puis et peut-être que si j'avais pas eu ça, je me serais enfermée aussi dans un truc pendant longtemps. Et après, finalement, je me dis, bon, même si ça a duré 6 mois, si je prends du recul, ça a pris moins longtemps que certaines autres personnes où ça dure plusieurs années. Là, ça m'a appris aussi que des choses sur ma personnalité, sur les autres, enfin... Merci à Aurélie pour son témoignage.
Et si, comme elle, vous êtes confronté à l'épuisement professionnel, l'association Burnout Dijon propose un soutien et un accompagnement, que vous soyez en activité, en arrêt de travail ou en phase de reprise professionnelle. Vous trouverez plus d'informations et l'ensemble des podcasts sur notre site burnoutdijon.fr.